Bonjour à tous. Ravi de vous accueillir pour le lancement d'un nouveau rendez-vous mensuel, l'interview PME-ETI, nouvelle transition, nouveau territoire. Je suis Sophie Le Guyader, la déléguée générale du fonds de dotation Indara, qui a été lancé par le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Et j'ai le plaisir de co-animer cette interview avec Stéphanie Puccio, qui dirige chez Salesforce l'organisation qui accompagne les PME et ETI, ainsi que le développement régional de Salesforce partout en France. Alors, avant de démarrer, quelques mots sur Indara et le programme porté avec Salesforce. Indara, c'est un fonds de dotation territoriale qui est ancré dans un territoire du Sud-Ouest loin des grandes métropoles et dont la conviction est le rôle moteur des territoires pour répondre aux enjeux de notre société. Et la mission d'intérêt général d'Indara, c'est justement de contribuer aux réflexions sur l'avenir des territoires et d'accompagner par une programmation de partage d'initiatives, d'inspiration multi-acteurs, d'actions pilotes, d'accompagner les transformations et les nouvelles formes de développement des territoires. Alors, dans cette optique, avec le soutien de Salesforce, nous avons souhaité ensemble donner la parole à des acteurs économiques ancrés au cœur des territoires et des régions, les dirigeants de PME et ETI, pour parler avec eux de leur retour d'expérience, de leur regard, de leur engagement, de leur vision sur l'évolution des territoires et les enjeux de transition au sens large. Alors, tous les mois, nous recevrons avec Stéphanie un dirigeant d'une PME ou d'une ETI pour illustrer ainsi tout au long de l'année, au fil des interviews, une diversité d'activités, de typologies d'entreprises, de profils de chefs d'entreprise aussi, de territoires et bien sûr d'idées et d'initiatives. Alors, vous avez bien sûr la possibilité au cours de l'interview de partager vos commentaires et on vous invite grandement, de poser aussi des questions grâce à l'icône que vous avez en bas à droite, dans les petits icônes là qui s'appelle questions-réponses. Et nous garderons un temps en fin d'interview pour partager avec vous et répondre à une série de questions. Voilà. Je vous précise aussi que du coup, afin de pouvoir diffuser largement cette interview et l'exploiter, cette interview est également enregistrée. Merci Sophie pour cette introduction et bonjour à tous. Moi, je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Alors, pour ce premier interview, nous avons le plaisir d'accueillir Jennifer Labatut-Darbas, présidente du groupe Labatut. Alors, merci beaucoup Jennifer d'avoir accepté notre invitation virtuelle. Pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Labatut, c'est une grosse PME familiale et emblématique de la région toulousaine, qui est spécialisée dans le transport et la logistique et qui est présidée aujourd'hui par l'arrière-petite-fille de son fondateur. Jennifer, je te laisse peut-être te présenter et nous en dire un peu plus sur le groupe Labatut. Oui, bonjour Stéphanie, bonjour Sophie. Écoutez, merci de cette invitation pour ce premier volet des interviews de PME et de TI dans les régions. Donc effectivement, je suis Jennifer Labatut-Darbas, j'ai 35 ans et je dirige le groupe Labatut qui a été créé en tout cas en 1920 après la Première Guerre mondiale par mon arrière-grand-père. À l'époque, en fait, à l'aide de ses bœufs et de sa charrette, il allait à la gare voisine récupérer le foin et les engrais pour le distribuer aux agriculteurs du coin. C'est comme ça que sont nés les transports Labatut. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, c'est mon grand-père, Raoul, qui a repris l'entreprise et qui a acheté le premier camion de l'histoire de l'entreprise à l'armée américaine. Pour ceux qui connaissent un peu, il a acheté un GMC. Voilà, donc, et il a développé l'activité de transport à l'international. À l'époque, nous étions vraiment les spécialistes français des échanges franco-italiens. Mon père est ensuite arrivé dans l'entreprise en 1974 et il a continué donc à développer ce transport international. Mais il a également diversifié le groupe en intégrant de nouveaux métiers via de la croissance organique et de la croissance externe. Moi, je suis arrivée personnellement dans le groupe en 2011 en tant que responsable marketing après avoir fait 3 ans d'études de droit et 3 ans d'études de commerce. Et j'ai pris la direction générale du groupe en 2014 et la présidence du groupe en 2017 quand mon père, du coup, est parti à la retraite. Donc, pour vous resituer un petit peu le groupe Labatut, aujourd'hui, c'est 95 millions d'euros de chiffre d'affaires, 750 collaborateurs répartis en France et en Europe et 3 pôles de métiers qui sont différents mais complémentaires. Le premier pôle, c'est le transport avec 3 métiers, donc le transport international, qui est le métier, je vous l'ai expliqué, historique du groupe, la location de véhicules industriels avec conducteurs et l'affrètement.
Le deuxième pôle, donc, c'est la logistique. Nous opérons dans environ 210 000 m² d'entrepôts répartis dans toute la France une prestation de logistique, c'est-à-dire ça comprend en fait des opérations de réception, de stockage, de préparation de commandes, de co-packing et d'expédition. Sur la logistique, nous sommes vraiment spécialisés dans les secteurs vin, champagne et spiritueux, dans le textile et dans la cosmétique. Et enfin, donc, le dernier pôle de l'entreprise La Battue, c'est la distribution. Donc, nous livrons en fait nos clients sur le dernier kilomètre en véhicule exclusivement green. Nous sommes spécialisés dans les livraisons premium qu'on appelle gants blancs. Et nous faisons également pour nos clients des prestations complémentaires au transport, comme de la mise en cave, de la mise en cave de bouteilles, oui, de l'installation d'électroménager, de l'accroche murale de télévision. Donc, ce n'est pas seulement du transport, c'est vraiment un service à valeur ajoutée. Aujourd'hui, donc, et pour finir sur la présentation du groupe, le groupe a pour ambition de devenir le leader européen en supply chain éco-responsable. Nous sommes engagés dans une démarche RSE qui est très concrète, que ce soit au niveau écologique avec un engagement de ne plus avoir de véhicules thermiques à partir de 2023, donc sur l'ensemble du groupe, mais également un engagement sociétal et que je vous présenterai un peu plus tard pendant cette interview. Merci beaucoup, Jennifer. Donc, on voit voilà, l'ensemble du panel de services à valeur ajoutée que vous développez. Alors, la Battue Group a passé le cap des 100 ans, mais a aussi passé la barre des 95 millions de chiffre d'affaires. Tu nous l'as dit, le siège est situé à environ 40 km de Toulouse et le groupe a su tirer profit voilà, d'une grande couverture régionale en se développant aussi dans les 4 coins de la France. Alors, à l'heure où aujourd'hui, on sent bien que les aspirations de chacun semblent plutôt s'orienter davantage hors des grandes villes, quel regard tu portes sur cette stratégie de développement en région? C'est une bonne question, Sophie. Effectivement, bon, pour moi, déjà, le développement régional, il permet vraiment de réduire les disparités par un soutien de l'activité économique des régions grâce à l'emploi et à la création de richesses. Chez la Battue Group, nous souhaitons vraiment devenir un opérateur des territoires en s'adaptant aux spécificités locales. Notre siège social, qui est implanté à Saint-Élix-le-Château, à 40 km au sud de Toulouse, ne nous empêche pas d'avoir un fort développement en région parisienne ou champenoise, par exemple. Cependant, nous avons décidé de garder le siège social à Saint-Élix-le-Château, d'abord pour des raisons historiques, mais également pour des raisons de maintien de l'emploi. Nous employons au siège actuellement environ 40 personnes qui habitent dans les villages alentours et qui, je pense, apprécient de ne pas avoir trop de route à faire le matin pour aller jusqu'à Toulouse ou qui évitent le fameux problème des embouteillages que vous vivez à Paris, mais que nous vivons également à Toulouse beaucoup. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un atout d'avoir un siège social qui soit à la campagne. Et je pense que nous trouvons également des talents que nous ne trouverions pas si nous étions noyés, en fait, dans les centaines d'entreprises présentes dans les grandes agglomérations. Parce que oui, dans les campagnes, il y a beaucoup de talents. Je pense que le Covid a également accéléré le phénomène de ruralisation, puisque certains collaborateurs ont fui les villes pour respirer l'air de la campagne. Je crois que tout le monde en est conscient aujourd'hui. Et on peut dire qu'à Saint-Élix, la Battue est quand même présente depuis 100 ans. Juste pour la petite histoire, mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père sont nés, vraiment nés dans les locaux du siège social. Donc, il y a une vraie âme quand même dans ces bureaux. Et donc, tout ça pour dire qu'il est tout à fait possible de diriger une entreprise depuis un siège social qui est basé dans un village de 600 habitants. Alors, au-delà de cette présence régionale à Saint-Élix-le-Château, la Battue Group est également présente, donc je le disais, en Île-de-France, en Champagne-Ardenne, en Rhône-Alpes, en PACA, en Nouvelle-Aquitaine. Cette couverture nous permet quand même de répondre à nos clients sur un large périmètre national. Après, voilà, pour appuyer sur ce phénomène de régionalisation, certaines de nos spécialisations, comme la logistique de Champagne, nous ont poussé à nous implanter dans les régions d'origine. Donc, on est fortement installé aujourd'hui dans la région champenoise. Et je pense que c'est une manière forte de montrer que la Battue s'intègre et s'adapte aux spécificités de ses clients. Même si nous avons par contre un ancrage régional fort, nous avons aussi une réelle stratégie de développement à l'international qui est nécessaire à l'accompagnement et au développement de nos clients.
Alors, tu te doutes bien, Jennifer, je disais en introduction, Kindara, on a très à cœur cette conviction sur le rôle moteur des territoires. Donc, voilà, tout ce discours nous va bien. Alors, comme tu l'indiques si bien, tu l'as dit, hein, il est possible de diriger une entreprise depuis un village de 600 habitants. Et longtemps, c'est vrai que pour les entreprises, pour les entrepreneurs, innovation et recherche-développement, c'était plutôt associé au fait d'être forcément dans les plus grandes métropoles qui bénéficiaient de davantage d'effervescence, de dynamique de réseau, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, donc tu parlais du pilotage de l'entreprise, est-ce qu'aujourd'hui on peut aussi innover dans les territoires? Et selon toi, est-ce que les dynamiques ont vraiment changé? Oui, Sophie. Alors évidemment, les grandes villes ont beaucoup d'atouts pour attirer les pôles d'innovation grâce à la connectivité, au commerce à proximité. Enfin, c'est vrai qu'on ne peut pas nier ce phénomène. Elles vont même, ces grandes villes, jusqu'à aménager des quartiers laboratoires. Donc, enfin, il y a beaucoup d'attractivité pour l'innovation. Mais je suis persuadée que oui, aujourd'hui, nous pouvons innover dans les territoires. Je pense que les territoires ruraux sont des territoires extrêmement riches en termes de compétences humaines, je le répète, et également en termes d'attractivité, car ils offrent des qualités de vie, pour moi, qui sont supérieures aux qualités de vie qu'on peut avoir dans les grandes villes. D'ailleurs, si je peux donner un exemple, à mon sens, un des plus grands défis de l'avenir va être dans la recherche de ressources pour nourrir les habitants de notre planète. Le développement agricole, je pense, enfin, le développement agricole durable va répondre à ces défis. Et on sait tous que les terres agricoles se situent en milieu rural. Donc oui, Sophie, je pense que innovation et milieu rural sont tout à fait compatibles. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Jennifer, hein, sur ce point. Et justement, la Batu Group s'est engagée dans des actes d'innovation, notamment en matière de transition environnementale, et a fait le choix de passer au vert en se dotant, par exemple, d'utilitaires électriques. Alors moi, j'ai deux questions pour toi. Pourquoi ce choix? C'est la première question. Et la deuxième, c'est quel impact cette stratégie a-t-elle eu vis-à-vis des partenaires du groupe, vis-à-vis des clients et sur le développement général de l'entreprise? Oui, merci Stéphanie pour cette question. Effectivement, la Batu Group, alors si on revient un peu à l'origine, la Batu Group a toujours eu une ADN, on va dire, green. Euh, Pourquoi? Parce qu'on se sent forcément concerné par les émissions de gaz à effet de serre, puisque pour vous rappeler un chiffre qui est quand même représentatif, le transport représente 31% des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc, c'est quand même assez conséquent. Donc, la Batu Group, comment on s'est inscrit dans cette transition écologique? Au fil de l'histoire du groupe, nous avons mis en place des solutions les plus éco-responsables possibles. D'abord, dans les années 80, nous avons initié la mise en place de nos semis sur des bateaux pour faire les trajets Toulon-Livorne et Barcelone-Genova. Donc, ça permettait de mettre tous nos camions en fait, sur un seul bateau et d'aller livrer la marchandise. Donc, il y avait déjà une forte réduction des émissions à effet de serre. Dans les années 90, on a fait la même chose, mais sur le rail. Donc, on a mis nos camions sur le rail pour traverser le tunnel du Mont Blanc. Donc, déjà, il y avait vraiment ce souhait d'être le plus green possible. Et là où on a vraiment, mis en place la plus grosse machine green, on va dire, de l'histoire de l'entreprise, c'est en 2011, où nous avons souhaité nous inscrire davantage dans cette vision écologique en créant notre filiale donc vers chez vous. Le but de cette filiale, en fait, de cette entreprise, c'est d'aider nos clients à décarboner leurs derniers kilomètres en leur proposant de livrer les centres-villes avec des véhicules non polluants. Donc, l'avantage, c'est que nous avons été les premiers sur le marché à proposer cette solution. Et d'ailleurs, nos concurrents nous regardaient avec des yeux grands comme ça. Et nous avons effectivement rencontré beaucoup de difficultés au démarrage de cette activité. Juste pour vous donner un petit exemple, pour que vous compreniez bien la situation, à l'époque, les véhicules électriques étaient très coûteux. Nous n'avions aucun recul sur ces technologies. Donc, côté technologie, il y avait beaucoup de pannes. Donc, le chauffeur partait avec sa marchandise et il nous appelait 5 kilomètres plus loin en nous disant je suis en panne. Donc, il fallait aller le dépanner. Enfin, mais ce n'est pas grave, on testait. On a été les premiers à tester, on en est fiers. Et sur le côté financier, pour vous donner un exemple, un véhicule, ce qu'on appelle 20 mètres cubes classique gasoil, vous coûte 6 à 700 euros par mois en location, là où le même véhicule électrique en 2011 nous coûtait 2500 euros par mois.
Donc, autant vous dire que pour espérer être rentable ou au moins à l'équilibre, nous étions obligés de faire des prix de vente qui étaient assez élevés versus un transporteur classique. Et à l'époque, personne ne parlait encore d'écologie. Les clients n'étaient pas prêts à payer plus cher pour ce nouveau service. Nous avons quand même décidé de continuer à investir dans cette filiale, persuadés que ça allait bien sûr arriver sur la table, la question de l'écologie. Et on a eu raison, parce qu'effectivement, quand c'est arrivé, quand les politiques, les clients ont commencé à parler de ces réductions d'émissions de gaz à effet de serre, nous étions prêts à répondre à la demande. Et ça a vraiment permis à Vers chez vous de se développer très, très rapidement. C'est-à-dire qu'on a reçu beaucoup, beaucoup de demandes de grandes entreprises, des entreprises au CAC 40, des entreprises qui commençaient vraiment à être notées par rapport aux réductions de CO2 qu'ils pouvaient avoir. Donc, on a eu beaucoup de demandes avec un taux de transformation commercial assez important. Donc, on est content. Et je dirais, ces nouveaux clients qui sont arrivés via cette entreprise Vers chez vous nous ont pris également les services en logistique, en transport. Donc, ça a donné vraiment un développement très important au groupe. Et aujourd'hui, je pense que le groupe Labattu est vu comme le pionnier, en tout cas, de cette transition écologique. Nous souhaitons poursuivre ce développement, bien évidemment, en investissant sur une flotte 100% green à horizon 2023 au niveau du groupe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la partie Vers chez vous, c'est des véhicules 100% green et on est en train de transformer le reste de notre flotte. Donc, pour le transport international, notamment avec du colza, on met des véhicules au colza. Pour notre flotte de location de véhicules industriels avec conducteurs, on met aussi du gaz naturel. Donc, voilà, on s'est donné comme objectif à fin 2023 d'avoir une flotte à 100% green et également se recentrer au niveau de la distribution, sur les centres-villes, pour des clients premium, avec du service à forte valeur ajoutée. Donc, c'est vraiment un élément fort de notre raison d'être. Wow, bravo, hein, Jennifer, parce que c'est assez impressionnant. Vous avez de fortes ambitions. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, hein, le groupe Labattu a été reconnu comme un acteur fer de lance de la transition écologique par la BPI. Est-ce que c'est le cas? Voilà. Tout à fait, Stéphanie, tu te souviens très bien de ça. Oui, effectivement, on a été très fiers il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus maintenant, d'être en fait désignés par la BPI, l'État et l'ADEME comme en fait une entreprise fer de lance de la transition écologique. Donc à l'époque, on a eu la chance d'avoir une réunion avec la ministre du Transport qui était Elisabeth Borne, l'ADEME et la BPI. On était 5 entreprises en fait. Et on a expliqué comment on était déjà lancé dans la transition écologique et pourquoi pourquoi on avait fait ça, quels avaient été nos freins, quels avaient été nos succès. Et de là, en fait, est née une communauté qui s'appelle la communauté du coq vert au niveau de la BPI. Et aujourd'hui, donc, le but, en fait, c'est que, alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, on est plus 5, on est quelques milliers d'entreprises à avoir rejoint le coq vert. Et c'est des chefs d'entreprise qui s'engagent à mener la transition écologique. Et moi, je suis très fière d'être ambassadrice du coq vert parce que j'ai, au niveau notamment régional, il m'arrive d'échanger avec des chefs d'entreprise qui ont encore des freins à se lancer dans cette transition. Et j'essaye modestement à mon niveau d'expliquer comment cette transition écologique a amené un fort développement dans l'entreprise. Et donc, écoutez, plus on est, je veux dire, à rentrer dans cette transition et mieux notre planète se portera. Donc, c'est une superbe initiative du coq vert. Et d'ailleurs, je remercie la BPI et l'ADEME d'avoir créé cette communauté de chefs d'entreprise. Ouais, alors on voit, hein, Jennifer, que sur cet enjeu environnement et climat qui est majeur, hein, au travers de ton rôle d'ambassadrice notamment du coq vert, Labattu de groupe a vraiment su anticiper et investir, hein. On voit à quel point vous aviez anticipé la dynamique et tous les engagements que vous avez pris. Et tu nous disais, hein, ça fait même partie de vos gros éléments de raison d'être. Alors, ça, c'était des éléments de développement qui sont essentiels aujourd'hui. Et on va reparler quand même de la crise sanitaire, hein, puisque ça fait quand même un peu plus de 2 ans maintenant que ça nous touche. Alors malheureusement, la crise sanitaire, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait anticiper, hein, à contrario des engagements environnementaux que vous avez pu faire au niveau du groupe. Ça a touché l'ensemble de la société, les secteurs de manière différenciée, les entreprises de tout type, hein, et puis aussi évidemment les régions et les territoires. Alors 2 questions autour de ça, Jennifer. Pour le groupe Labattu,
Quels ont été les impacts de la crise sanitaire, à la fois sur vos performances, mais peut-être aussi vos dynamiques de développement, sur aussi un sujet qui te tient à cœur, le recrutement, et plus globalement même le fonctionnement de l'entreprise. Et est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de mesures qui ont été prises à votre niveau pour en tout cas essayer d'y faire face et de trouver des solutions? Oui, donc effectivement, la crise, au niveau de la Batu Group, elle a été très impactante puisque, je vous le disais, on est vraiment spécialisé dans les domaines des vins, champagne, spiritueux, le textile, la cosmétique. Donc, vous imaginez bien que quand les boutiques, les restaurants, les bars ont été fermés, les clients étaient à l'arrêt et donc nos activités ont également été à l'arrêt. Donc, ça a vraiment été une période difficile pour nous. Cependant, ce qui a été positif, c'est qu'on a fortement développé la partie logistique et livraison pour le e-commerce. Donc, ça, c'est vrai que on avait commencé à développer cette partie, mais là, ça a vraiment accéléré les choses. Au niveau du recrutement pendant le Covid, on ne s'est pas arrêté de recruter. On a continué à croire au développement et donc on n'a rien mis en pause. Mais j'ai remarqué qu'à l'époque, il était plus difficile de recruter des candidats qui étaient déjà en poste parce qu'en fait, ils avaient peur de se retrouver en période d'essai dans un contexte qui était complètement incertain. Donc, même si on continuait à recruter, c'était quand même devenu un peu plus compliqué. Et je dirais sur la seconde partie donc, de ce volet recrutement chez Labattu, on remarque que depuis le Covid, et je pense que ce n'est pas que chez Labattu, les aspirations des candidats, elles ont beaucoup changé, même si ce virage de l'équilibre vie pro, vie perso avait été amorcé avant la crise, on commençait à en entendre parler. Je pense qu'il y a eu une réelle accélération cette année passée. Les jeunes générations, elles font de cet équilibre un critère essentiel. D'ailleurs, moi-même, je suis maman de 3 enfants à 35 ans, donc je pense que j'ai insufflé au niveau du groupe aussi cette nouvelle façon de voir l'équilibre vie pro, vie perso. Donc, c'est très important. Et je pense que les nouvelles générations apportent beaucoup d'attention à l'intérêt de la mission. J'avais lu, j'ai plus les chiffres en tête, mais j'avais lu une étude comme quoi en fait, le salaire n'était plus le premier moteur pour rejoindre une entreprise, mais plutôt l'intérêt de la mission. Et je pense que la Batu Group offre cette perspective grâce notamment à son investissement pour l'écologie. Et si je peux vous donner un exemple récent d'ailleurs, c'est que notre nouveau directeur général, donc Julien Laran, a quitté une société qui était quand même cotée en bourse pour rejoindre une ETI qui a des valeurs et une vision écologique et sociétale. Donc, je pense que voilà, de l'exemple. On est très fiers de ça. Et je crois qu'un des objectifs de cette année pour la Batu Group, c'est vraiment de développer la marque employeur sur les réseaux sociaux. Si je peux vous donner un chiffre, c'est que 81% des actifs utilisent aujourd'hui leur téléphone portable pour la recherche d'emploi. Donc, nous devons forcément augmenter notre visibilité sur LinkedIn, mais également réfléchir à comment toucher les profils plus jeunes, peut-être sur TikTok ou Snapchat. Alors, moi, je suis encore un peu vieille pour ça, mais il va falloir s'y mettre. Le milieu du transport et de la logistique n'est malheureusement pas naturellement attractif et il a été très décrié pendant des années. Donc, c'est à nous de montrer que c'est une filière qui est très prometteuse et surtout que notre groupe donne de vraies chances de promotion interne, y compris pour un public féminin. Ah bah moi, je suis épatée, Jennifer. On se rend compte à quel point tu ne cesses de réinventer le groupe et de t'assurer que la Batu poursuit, c'est quand même sa mission d'origine, mais tout en prenant le virage du digital et en restant finalement à l'ère du temps. Ça rend presque sexy le transport et la logistique, finalement. Non, mais plus sérieusement, en parlant de digital, alors, comment évoquer la pandémie actuelle sans aborder le fameux télétravail et d'une manière générale, le rôle croissant du numérique au sein des organisations? Alors, est-ce que c'est une tendance que tu constates à ton échelle? Je pense que tu as commencé à répondre. Et au-delà de ça, en quoi ces nouvelles façons de travailler impactent l'industrie du transport et de la logistique, qui englobe en fait traditionnellement des métiers qui nécessitent d'être en présentiel? C'est une très bonne question, Stéphanie. Alors, pour répondre déjà assez globalement, je pense que l'épidémie du Covid a forcément mis un coup d'accélérateur au télétravail. Je pense que tous les chefs d'entreprise s'en sont rendus compte. Je dois dire qu'avant la crise, le télétravail chez la Batu Group était assez marginal, mais nous nous sommes forcément adaptés à partir de mars 2020. Comment nous nous sommes adaptés? Avec l'utilisation, par exemple, de Teams pour les visioconférences,
On a mis en place la dématérialisation des factures, des outils digitalisés pour les notes de frais. Enfin, on a été obligé de mettre en place des choses pour pallier, on va dire, aux effets de la crise. Il faut savoir, Stéphanie, quand même que chez nous, il y a seulement 20% de nos effectifs qui sont éligibles au télétravail. Le reste, forcément, donc les conducteurs, le personnel dans les entrepôts logistiques n'est pas éligible. En revanche, et si je peux donner mon avis, et je pense que c'est pour ça que je suis là aussi, je pense que le télétravail ne remplacera jamais le lien social, le travail de groupe, le bon vieux brainstorming sur tableau blanc, pardon. Beaucoup de nos collaborateurs, je l'ai vécu, ont souffert de l'éloignement créé par le télétravail. Certains ont même parlé d'états de dépression qui étaient causés par ce manque d'interaction avec les collègues. C'est très difficile à gérer, je trouve, dans une période où le télétravail nous est imposé aujourd'hui sous peine de sanctions. Mon avis à moi, c'est que nous devrions en fait laisser le libre choix aux collaborateurs. C'est-à-dire, on est OK pour mettre du télétravail pour ceux qui le souhaitent. Par contre, ceux qui ne supportent pas cet éloignement social, on devrait les laisser pouvoir venir en entreprise sans les forcer à rester à la maison. Ça, c'est pour la partie télétravail. Si je peux revenir sur ta deuxième question, donc, et on va dire le numérique en général, il a forcément bousculé le monde du transport et de la logistique. Le développement du numérique, c'est un élément essentiel de notre stratégie de développement aujourd'hui. Et si je peux prendre des exemples concrets, on va parler d'Amazon, qui, dans le domaine du e-commerce, a quand même cassé les codes en proposant de la livraison gratuite en moins de 24 heures, avec en plus la possibilité de renvoyer gratuitement votre produit dès le lendemain. Donc forcément, nous avons dû nous adapter en développant via nos outils informatiques des outils comme le tracking des véhicules. Vous savez, le fameux camion que vous suivez quand la livraison arrive. Sur le téléphone. Voilà, le suivi de la commande. Où en est ma commande? Est-ce qu'elle est en préparation logistique? Est-ce qu'elle est déjà envoyée chez le transporteur? Est-ce qu'elle est en train d'être livrée? La prise de rendez-vous, parce qu'aujourd'hui, on travaille tous, donc on sait qu'on n'est pas toujours à la maison. Donc, nous, ça nous arrange d'être livrés plutôt entre 19h et 21h. La livraison sur créneau horaire, voilà. Donc, on a dû s'adapter. Au niveau de nos entrepôts logistiques, ça a aussi, il y a eu du changement puisque on a été obligé de s'améliorer pour satisfaire à cette immédiateté. Ça veut dire que quand une commande tombe dans nos entrepôts logistiques, il faut la préparer encore plus vite. Il n'y a pas que le transport, il y a aussi l'amont. Donc, on a dû changer nos process. Ça, c'est pour l'exemple Amazon, mais je pourrais prendre aussi l'exemple de beaucoup de startups qui se sont lancés dans le transport avec seulement une application mobile, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de camion qui connaissaient rien au transport, mais via une application mobile, elles mettent en fait mettent en relation l'offre et la demande, et elles proposent ensuite à des auto-entrepreneurs de réaliser cet acte de livraison. Je pense que tout le monde connaît ce type de start-up. Alors nous, on a pris un peu le contre-pied de ça, puisqu'on garde ce côté traditionnel avec des conducteurs salariés. C'est très important pour nous parce que c'est comme ça qu'on arrive à satisfaire nos clients, puisque nos conducteurs, ils sont formés à être des ambassadeurs de la marque de nos clients. C'est-à-dire que quand on livre un client, le client final, il ne voit pas vers chez vous, il voit la marque de ce qu'il a commandé. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, la Batu Group, on a un modèle hybride, c'est-à-dire des conducteurs salariés qu'on forme vraiment aux bonnes pratiques avec une livraison digitalisée. Cette digitalisation, elle est cruciale. On a même embauché une personne à temps plein pour travailler sur ces sujets digitaux du dernier kilomètre. Donc, on peut dire qu'on est, je pense, une vieille entreprise avec un esprit start-up. La digitalisation du groupe et de nos interactions avec nos clients fait partie des 3 piliers de notre stratégie avec l'internationalisation et la croissance. Et nous y investissons beaucoup d'énergie. D'ailleurs, pour parler de Salesforce, Stéphanie, je pense que Salesforce nous aide beaucoup pour gérer nos prospects clients de façon centralisée et partagée. Ça nous permet d'avoir une meilleure connaissance du marché, une agilité, une réactivité relative aux nouveaux prospects et qui est essentielle dans notre métier. Et Salesforce nous permet aussi de faire quelque chose que j'adore, qu'on propose à nos clients, c'est en fait de leur permettre d'avoir un espace dédié dans notre environnement dans lequel ils retrouvent en fait un état de leur activité logistique. Ça va de la performance à la qualité, à leurs factures, etc.
En fait, c'est comme un cockpit de suivi pour leurs activités, la Batu Group, et je trouve ça super. Non, mais merci, merci pour cette force. On sait que la crise sanitaire a été un accélérateur en matière de transformation numérique pour les PME et les ETI françaises. Tu l'as toi-même illustré au travers des différentes initiatives qui sont menées par le groupe. Mais la crise a permis également aux entreprises de repenser, de revoir leur mode opératoire. En fait, la relation avec leurs collaborateurs, la relation avec leurs clients et la relation finalement avec l'ensemble de leur écosystème. Et à ton avis, ce nouveau souffle, cette nouvelle façon de voir les choses, est-ce que c'est quelque chose qui est durable selon toi ou c'est juste quelque chose de temporaire ou un peu tendance qui est liée à la crise? Alors, mon avis personnel, c'est que c'est une tendance qui est durable. Bien sûr, la crise du Covid, elle a modifié les aspirations et les comportements. Je pense qu'aujourd'hui, une entreprise qui veut réussir doit être une entreprise agile, réactive et qui ne craint pas de casser les codes. C'est ce que nous essayons de faire chez La Batu, malgré nos 100 ans d'existence. Les startups, aujourd'hui, elles sont très attractives et nous essayons de l'être aussi avec nos arguments et nos atouts. Je pense que si je peux résumer en 2 mots, c'est réactivité et agilité. Merci Jennifer. Alors, on a beaucoup parlé d'ancrage territorial, de réactivité, d'agilité, qui sont finalement des sources aussi de compétitivité et d'attractivité, à la fois pour le groupe et pour tout type d'acteurs. Alors, si on en revient au territoire, à ton avis, quels sont aujourd'hui les leviers d'attractivité justement des territoires? Est-ce que c'est l'accessibilité des services, la mobilité, la digitalisation, peut-être des nouveaux métiers, des nouvelles dynamiques de formation, que sais-je? Et est-ce que toi, au travers de ton activité et de ton ancrage, ton interaction forcément avec aussi les différents acteurs du territoire, est-ce que finalement acteurs privés et acteurs publics interagissent aussi sur ces enjeux ou ces bénéfices, ou en tout cas ont des enjeux partagés à l'échelle locale? Oui, alors je pense que nous assistons à un changement sociétal en France qui a été accentué par le Covid. On en a parlé déjà, mais de nombreux urbains en fait souhaitent revenir vers les campagnes pour y retrouver une meilleure qualité de vie et un contact avec la nature. Ça contribue au développement économique local, forcément, des restaurants, des commerces, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui arrivent sur ces territoires. Donc, je trouve que c'est une bonne chose. Afin de pouvoir satisfaire aux besoins de ces néo-ruraux, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, les collectivités locales, elles investissent beaucoup et elles sont parfois supportées par des acteurs économiques locaux. Si je peux vous donner un exemple très concret, donc je reparle du siège de la Batu qui est implanté à Saint-Élix à 40 km au sud de Toulouse. Nous avons l'année dernière investi dans des travaux pour avoir la fibre optique pour les besoins de l'entreprise. Ça me paraît assez cohérent. Et en fait, la commune a bénéficié de cet investissement pour ses habitants, parce que la Batu Group a fait tirer le câble de la fibre jusqu'au village. Et du coup, ça a permis aux habitants également de se retrouver avec la fibre optique. Donc oui, je pense que les acteurs privés peuvent contribuer aux investissements publics également. Ouais. Ouais. Et je pense que ce n'est pas pour rien qu'on dit que les PME et les ETI, en particulier celles qui ont un ancrage territorial, sont l'épine dorsale de l'économie française. Et les entreprises comme le groupe La Batu ont clairement un rôle économique essentiel pour les territoires, et tu viens d'en donner quelques exemples. Mais au-delà du rôle économique, je pense que les entreprises ont un rôle sociétal à jouer. Et comment vois-tu les choses de ton côté? Alors, ce rôle sociétal, à mon avis, il est essentiel. On ne peut pas l'occulter. Et je suis moi-même extrêmement sensible à ces sujets sociétaux. J'ai fait une rencontre qui a changé un peu ma vie d'entrepreneuse. J'ai rencontré une personne qui s'appelle Moussa Kamara, qui est président de l'association Les Déterminés. Et en fait, en discutant ensemble, on a réfléchi à la mise en place d'un schéma qui est assez disruptif pour nos recrutements. Alors, bien sûr, chaque année, on essaye de soutenir des associations, mais on avait envie, en fait, de faire quelque chose de très concret via un projet sociétal innovant. Comme vous le savez, le monde du transport connaît depuis plusieurs années une pénurie de conducteurs et de chauffeurs-livreurs. Ce métier manque beaucoup d'attractivité, les conditions de travail peuvent être difficiles, le turnover est un véritable fléau dans ces métiers.
Et je pense que nous avons besoin de faire évoluer l'image du métier en travaillant sur la perception par les demandeurs d'emploi et attirer des profils agiles. Et surtout, on va dire, la chose la plus importante, en tout cas, c'est les motiver à rester, ces profils, parce que, comme je le disais, le turnover est important. Donc, comment les trouver et comment les motiver? On a travaillé, en fait, avec les équipes de Moussa pour monter un projet en 2 étapes. Dans un premier temps, en fait, on a lancé le recrutement de 30 chauffeurs-livreurs. Donc, comment ça s'est passé concrètement? Les équipes donc, de l'association des déterminés vont à la rencontre de demandeurs d'emploi dans des quartiers prioritaires et ils font un premier sourcing d'éventuels candidats. Ensuite, une fois qu'ils ont trouvé ces candidats, on leur présente le métier, bien évidemment, de chauffeur-livreur, les opportunités, les contraintes, pour qu'ils aient une vraie vision en fait, du métier, pour pas qu'ils soient surpris quand ils arrivent dans l'entreprise. On fait même intervenir nos propres collaborateurs pour témoigner, c'est important pour qu'ils puissent expliquer vraiment qu'est-ce qu'ils font de leur journée et comment se passe un métier de chauffeur-livreur. À la suite donc de tout ça, les candidats commencent une formation donc avec les déterminés qui a plusieurs objectifs. Des objectifs de posture professionnelle, c'est-à-dire pourquoi je dois arriver à l'heure au travail, comment je dois me comporter face à un client ou une cliente qui est pas sympa, une posture donc de savoir-être, comprendre le métier également de la livraison, maîtriser les règles de sécurité, c'est quand même très important dans notre métier. Donc ça, c'est la formation. Et à l'issue de la formation, les candidats, ils sont prêts en fait à intégrer l'entreprise. Et c'est le début d'une belle aventure, plus qu'en plus, au-delà de les intégrer dans l'entreprise, on leur explique qu'ils peuvent en fait avoir la possibilité d'évoluer dans le groupe. C'est-à-dire que quand ils arrivent chauffeurs-livreurs, ils ont la possibilité d'évoluer tout au long de leur parcours. Le deuxième volet de cette collaboration avec les déterminés, ça concerne l'aide à l'entrepreneuriat. Donc, on s'est engagé en fait à aider tous ces chauffeurs-livreurs qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat en leur ouvrant notre réseau, les banques, les fournisseurs, pour qu'ils puissent en fait avoir plus de facilité à se lancer parce qu'aujourd'hui, on sait que l'accès à l'entrepreneuriat n'est pas facilité. Et avec un groupe centenaire peut-être qui les aide et les accompagne dans leur démarche, ça peut les aider à se lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Alors moi, je rebondis sur quelque chose que tu viens de dire. Tu viens de nous parler en fait des possibilités d'évoluer au sein du groupe Labattu. Est-ce que tu as un exemple d'ascenseur social? Oui, j'en ai plusieurs, mais je vais peut-être en prendre 3. Le premier, c'est ma directrice transport aujourd'hui, donc qui s'appelle Marine Soustra, qui est arrivée chez nous en tant qu'exploitante, donc vraiment exploitante de transport, c'est-à-dire répondre aux demandes de clients en envoyant les camions sur nos plateformes, sur les plateformes de nos clients, Marine, elle est arrivée chez nous en tant qu'exploitante. Aujourd'hui, elle dirige une business unit qui fait quand même 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, je pense que c'est un très bel exemple d'évolution. Et j'aimerais prendre aussi 2 autres exemples parce que ça reboucle un peu avec ce qu'on a dit au niveau des chauffeurs-livreurs. C'est l'exemple de Youssef et Adil qui travaillent chez nous depuis une dizaine d'années maintenant. Ils sont arrivés en fait l'un comme chauffeur-livreur et l'autre comme manutentionnaire. Et aujourd'hui, ils sont responsables de nos 2 plus grosses plateformes de distribution en région parisienne. Donc, je pense que leur détermination couplée à de la formation leur ont permis une véritable évolution et je suis extrêmement fière de ça. Ouais, vraiment bravo Jennifer, enfin à la fois sur le côté évolution au sein du groupe et puis le beau projet, moi je trouve sociétal que tu as partagé avec nous ce matin au travers des déterminés. On voit bien à quel point un groupe centenaire a su prendre en fait une initiative vraiment disruptive, un peu voilà, vraiment très intéressante et a su innover sur ces formats de recrutement, de formation, enfin c'est même de l'insertion avec un accompagnement spécifique avec voilà, des partenaires engagés. On arrive à la fin de cette interview, avant qu'on passe à la phase questions-réponses. Alors, nous souhaitons prendre l'habitude avec Stéphanie de terminer par un coup de cœur de l'invité en termes d'initiative territoriale. Alors, ce matin, Jennifer, quel est ton coup de cœur?
Alors, écoutez, mon coup de cœur, c'est les déterminés, justement. C'est un véritable coup de cœur parce qu'au-delà de notre collaboration et de tout ce que je viens de vous expliquer, les déterminés, à la base, en fait, c'est un programme d'accompagnement gratuit à l'entrepreneuriat. Ce programme, il réunit toutes les clés pour entreprendre, formation, accompagnement, réseau, mentorat. Concrètement, comment ça se passe? Toute personne qui a un projet entrepreneurial postule pour passer devant un jury de professionnels. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'être invitée en tant que jury lors d'une promotion à Toulouse et j'espère être à nouveau invitée. Le candidat, en fait, présente son projet et à l'issue de cette présentation, il y a un échange, évidemment, questions-réponses. Et à l'issue, on donne notre avis sur ce futur entrepreneur, c'est-à-dire est-ce qu'il est prêt à se lancer dans l'aventure? Est-ce que son projet est assez mûr? Est-ce que ses conditions familiales lui permettent de se libérer pour des formations intensives? C'est important aussi. Et si toutes les cases sont cochées, le candidat donc intègre gratuitement le programme des déterminés. Donc, il bénéficiera en fait de 3 jours d'atelier pour valider son profil et sa motivation entrepreneuriale, suivi de 3 semaines de formation pour formaliser sa proposition de valeur, ses éléments de différenciation. Et ensuite, en fait, pendant 5 mois, il a un accompagnement à raison de 2 jours par semaine pour le mettre en situation de mise en œuvre. Accompagnement par des chefs d'entreprise bénévoles. Donc, il y a du mentorat sur la finance, la communication, le business plan, etc. Et à l'issue de ces 5 mois, ils ont toutes les clés pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Si je peux prendre l'exemple de Toulouse, puisque c'est ma région, aujourd'hui, c'est Madani Boussif donc, qui coordonne les déterminés. Et pour prendre son exemple, il est lui-même issu d'une promotion en fait, des déterminés qui l'a aidé à créer son entreprise de transport. Donc voilà, son entreprise de transport qui s'appelle Colisi. Je vous invite d'ailleurs à vous renseigner parce que c'est une super entreprise. Et je trouve que c'est un entrepreneur incroyable qui est parti de rien et qui s'est lancé avec son idée. Je suis vraiment très admirative. Donc voilà. Et je peux vous dire aussi que lors de mon passage dans le jury des déterminés, j'ai été vraiment bousculée par la qualité des personnes qui postulent à l'entrepreneuriat parce que souvent, c'est des personnes qui ont un parcours très compliqué mais qui ont une force incroyable et des projets plein la tête. Et je remercie Moussa d'ailleurs de leur permettre de concrétiser ces projets. Ah, c'est passionnant, Jennifer, et on sent l'enthousiasme, on sent cette énergie. Donc, c'est un magnifique coup de cœur. Merci de ce partage. C'est une très belle dynamique et à faire connaître et à démultiplier, hein, je pense. Hein. Donc voilà. On arrive vraiment à la fin de cette interview. Passionnant. Vraiment, encore une fois, merci Jennifer. C'est Merci. peut-être le moment d'échanger avec les participants. J'ai eu des messages pour me dire qu'il y en a qui étaient plusieurs autour d'un ordinateur. Donc, je vais peut-être regarder les questions qui sont dans le chat. Alors, il y a On une avait… question. Vas-y, Oui, regarde. Question sur le côté femmes dans les territoires, ah oui. succession dans un monde d'hommes. Je ne sais pas si Jennifer, tu veux commencer par ça. Alors, je ne vois pas les questions, moi, pardon. C'est la question, c'est quoi du coup? Alors, en fait, attends, je l'ai dans le chat. Parce qu'il y en a dans la discutée, il y en a dans le… Alors, attends, je la pose. Je crois que c'est la question de la Voilà. succession de Raoul, Voilà, c'est la ça? succession de Raoul, Voilà. un homme à votre père, dans un monde plutôt masculin, comment ça s'est passé? Ah, c'est une super question. Ah ouais. Alors, effectivement, je suis la première femme de l'entreprise à diriger le groupe, puisque ça s'est transmis toujours de père en fils. Mais écoutez, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je pense que l'entreprise dirigée par une femme a beaucoup d'atouts. C'est vrai que c'est un milieu masculin, mais je m'en sors très bien. J'ai des super collaborateurs, hein, il faut le dire. C'est aussi important pour la réussite. J'ai commencé à engager au niveau du COMEX une féminisation de notre COMEX, puisqu'aujourd'hui, on est quatre femmes, et j'en suis très fière. Mais écoutez, je trouve que c'est plutôt un atout d'être une femme dans ce milieu masculin, parce que, bon, voilà, les femmes, on est plus douces, on a un autre style de management. Donc, c'est vrai que ça fait de la nouveauté pour le groupe, mais je pense que c'est une bonne chose. Il faudra demander à mes collaborateurs, mais je pense que c'est une bonne chose. Super. Je regardais si on avait d'autres questions. Alors, il y en a pas mal de remerciements. Il y a une question que j'ai eue dans Question and Answer qui n'est pas le chat.
Alors, est-ce que alors, c'est adressé à toi, Jennifer. On parle, comptez-vous disposer d'une flotte 100% green à horizon 2023 dans un contexte de crise sanitaire? C'était, je pense, le chiffre que tu avais partagé. J'imagine que vous voyez le Covid plutôt comme une opportunité. Donc là, je pense qu'ils reviennent sur le sujet de l'ambition 2023 et est-ce que c'est peut-être le Covid a été un accélérateur en fait sur cette ambition en fait d'être 100% green. Alors, si vous me demandez personnellement, je ne vais pas vous dire que le Covid, je l'ai forcément apprécié. Hein. Je pense qu'on est tous dans la même situation. Après, oui, on s'est engagé, effectivement. C'est un engagement qui est fort et qui est à la fois, on va dire, difficile à réaliser, mais qu'on va réaliser. Pourquoi? Parce qu'on s'y est engagé auprès de nos clients, parce qu'on y croit fortement. Donc, on ne fait pas tout cette année. Hein. Il faut savoir qu'on a commencé, comme je vous le disais, à transformer la flotte du groupe. Aujourd'hui, on teste plusieurs énergies, on va dire. Donc, on a l'électrique, comme nous le disait Stéphanie. On a également le biogaz. On a le colza pour les plus longues distances. On est également sur le sujet de l'hydrogène. Donc, normalement, on va être le premier transporteur français à tester l'hydrogène. J'ai hâte et les équipes sont dessus. Donc, j'ai vraiment hâte de voir cette technologie parce que j'y crois beaucoup. Forcément, le Covid a été un accélérateur de ces questions écologiques. Hein. On le voit, d'ailleurs, c'est bientôt les élections, donc on voit que les candidats s'emparent pas mal de ce sujet. Mais bien évidemment, l'écologie, ça fait référence au bien-être. Et je pense que voilà, le Covid a vraiment accéléré cette prise de conscience par les collaborateurs, par l'être humain tout simplement, d'avoir envie de plus de bien-être et d'avoir envie de respirer dans les villes. Pour la petite anecdote, je me souviens que quand j'ai eu mes premiers enfants, mes grands maintenant, c'est des jumeaux, ils ont 9 ans maintenant, mais je me souviens qu'un jour, en fait, je me promenais à Toulouse avec eux, je les avais dans la poussette, et il y a un énorme camion qui a envoyé une grosse fumée noire sur nous, et je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, on va pas pouvoir continuer à vivre comme ça, et il faut qu'on fasse quelque chose pour arriver à dépolluer ces centres-villes, parce que sinon, nos enfants vont grandir dans un monde qui sera, à mon avis, compliqué. Je ne sais pas si j'ai répondu. Non, bah si, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a une autre question, je pense que ce sera peut-être la dernière, parce que je vois qu'on a un petit peu dépassé le temps. Mais on notera, enfin pour l'audience, on notera toutes les questions et on fera peut-être un retour par écrit. Quel conseil donneriez-vous aux dirigeants? Alors, il y a écrit de TPE, mais je mettrai ça plus largement à tous les dirigeants finalement, pour parvenir à garder cet esprit start-up dont vous parliez. C'est la question de quelqu'un dans l'audience. Ok, écoutez, c'est une très bonne question. Alors, je pense que les TPE ont quand même un esprit start-up parce que qui dit TPE dit plutôt petite équipe et donc échange enfin, il y a une échange en tout cas entre les salariés. Donc, je pense que un échange facile, on va dire. Je dirais que ça se complique peut-être au moment plus où l'entreprise grossit et là où, évidemment, il y a des process qui se mettent en place. Alors, quelques conseils, mais humblement et modestement, hein, parce qu'on n'est pas parfait. Je dirais peut-être essayer de mettre des initiatives anti-routine, donc essayer d'un peu de casser les codes, on en revient à ça. Peut-être partager des moments de convivialité, c'est important aussi, et surtout après la crise du Covid, donc je reboucle avec les salariés qui se sont sentis seuls, donc peut-être partager des moments de convivialité. Un point peut-être très important pour moi aussi, c'est la communication. Donc, garder des circuits courts, rester proche du terrain, c'est quelque chose d'important. Je pense que les collaborateurs aujourd'hui, nous, qu'on récupère et qui arrivent des grands groupes, nous disent que ça, vraiment, c'est un atout dans le groupe, c'est-à-dire circuit court et décision rapide. Voilà. Donc, on n'est pas obligé de passer par beaucoup d'étapes avant de prendre une décision. Évidemment, continuer, je pense, à innover, à expérimenter des choses, c'est hyper important. Et ça revient à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, être agile, être réactif aux demandes du marché, rester en veille, s'adapter aux demandes de clients, c'est très important. Écouter le client et essayer de s'adapter à ses demandes, faire en gros des choses que les concurrents n'aiment pas faire.
Et je pense également garder évidemment une culture d'entreprise, des valeurs et une raison d'être. C'est des choses qui sont importantes, je pense. Et si je peux me permettre, c'est marrant que cette question soit posée parce que notre partenaire Salesforce, par exemple, je suis toujours très étonnée quand je vais au siège à Paris, parce qu'il faut savoir pour ceux qui connaissent pas Salesforce que c'est un mastodonte, hein, une entreprise internationale qui est une réussite incroyable. Et je suis toujours très étonnée de cet esprit start-up qu'ils arrivent à garder. Donc peut-être que Stéphanie, tu peux m'aider sur cette question. Alors, oui, je peux y répondre. Alors, Salesforce n'a pas toujours été un mastodon, hein. C'est une entreprise qui a été créée pour le coup il n'y a pas 100 ans, mais il y a 22 ans, même un peu plus, maintenant bientôt 23 ans. Et alors, l'esprit startup de Salesforce, même si on a beaucoup grossi, et voilà, maintenant on est considéré effectivement comme un mastodon, en fait, je vais rejoindre pas mal de choses que tu as évoquées. Parce que chez Salesforce, donc on accompagne la transformation de nos clients, hein, la transformation digitale au sens large, mais Salesforce, c'est aussi une entreprise qui se transforme en permanence, donc qui se remet en question vraiment très, très régulièrement, qui essaie de se réinventer, et justement pour pouvoir s'adapter au marché, pour pouvoir s'adapter aux clients, aux attentes de nos clients, et finalement aux attentes de l'ensemble de l'écosystème. Et c'est cette remise en question. Donc, ça va passer par des réorganisations, par des changements de processus, par une revue aussi de notre stratégie, va maintenir en fait l'esprit startup. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que chez Salesforce, il y a un choix très clair sur la taille des équipes. Un manager ne peut pas avoir plus de 8 personnes en direct. 8-9 personnes maximum. Et ça, c'est volontaire. C'est pour garder un esprit vraiment d'équipe, que les collaborateurs se sentent accompagnés au plus proche de leurs collègues, de leurs managers, etc. Et il y a une troisième chose qui est extrêmement importante, c'est que même si Salesforce a énormément évolué au fil des années, les valeurs de Salesforce sont restées toujours les mêmes. Et ça, tu l'évoquais. Tu parlais tout à l'heure, tu as évoqué aussi les valeurs du groupe Labattu. Et les valeurs de Salesforce sont restées toujours les mêmes. Et ça, c'est un pilier, même si on se transforme, même si on doit s'adapter au marché, dans la façon d'aborder les choses. Et les valeurs, ça va être la réussite de nos clients, ça va être la confiance au sein des collaborateurs, enfin entre collaborateurs, la confiance avec nos clients, avec nos partenaires, etc. Ça va être l'innovation. Rester innovant, rester à l'écoute du marché, voir ce qui se fait, quelles sont les tendances, qu'est-ce qui marche bien, ça c'est extrêmement important. Et qu'on appelle equality en anglais, qui est de ne pas avoir des clones chez nous. Et ça aussi, ça contribue à l'esprit entrepreneur ou aux startups, c'est avoir des personnes de parcours très différents, des profils différents, de tout âge, de tout milieu, etc., etc. Donc ça, c'est voilà, pour répondre un peu aux questions, mais ce n'est pas un acquis. Et effectivement, ça se travaille. Et notre peur bleue chez Salesforce, c'est de passer justement pour un mastodon. On ne veut pas passer pour un mastodon parce que c'est pas du tout. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que je le ressens moi au quotidien. Je parle juste du chiffre d'affaires, Stéphanie. Oui, non, mais tout à fait. Si j'ai dit que pour moi, vous aviez vraiment l'esprit startup, je le pense vraiment, c'est que vous êtes hyper agile et j'admire vraiment cette manière de fonctionner, quoi. Et on adore d'ailleurs les startups, hein, Indara. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tous ces volets, voilà, c'est clair que je pense, Stéphanie, on peut se permettre en cette fin d'interview, c'est vrai que l'accompagnement et le soutien de mécénat que fait Salesforce auprès d'Indara, qui est un peu finalement une start-up aussi philanthropique, c'est aussi ça, votre engagement dans les territoires sur une autre façon. Finalement là, c'est un peu un mécénat réinventé. D'accompagner aussi une petite structure comme Indara sur cette dynamique de transformation des territoires. Je pense que c'était aussi un signe que vous vouliez apporter, d'aborder un peu différemment ces questions. Alors du coup, si je peux me permettre, on va terminer l'interview pour laisser chacun repartir à ses, juste missions. Si je peux me permettre, du coup, moi, je voyais pas les questions, mais s'il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, les personnes peuvent toujours me contacter sur mon LinkedIn et je répondrai avec plaisir. Voilà. Voilà, merci. Oui, c'est ce que disait Stéphanie. N'hésitez pas, s'il y a encore des questions, etc., on pourra réagir. Et de toute façon, toutes les capsules, les contenus qu'on va pouvoir extraire de cette interview qui était très riche et vraiment très intéressant. Merci encore, Jennifer. Pourront être l'occasion aussi d'interagir sur les réseaux ou directement auprès de nous. Donc, merci encore d'avoir partagé ce moment avec nous. Donc, on a bien vu au travers de la dynamique du groupe Labatut et du témoignage. Il y a eu plein de témoignages en disant, c'est très humain, c'est pragmatique, c'est inspirant. Donc, merci encore, Jennifer, d'avoir fait ce partage.
Merci. Voilà, sur l'entreprise, sur ta vision aussi, ton opinion personnelle et puis tes réflexions. On voit bien que finalement, tous les enjeux de transition des entreprises rejoignent aussi toutes ces réflexions sur les transformations globales des territoires. Et c'est ça aussi qui nous intéressait de pouvoir partager avec chacun et pouvoir aussi inspirer des initiatives et des projets. Donc, un grand merci à tous pour votre participation. Alors, restez connectés, que ce soit au réseau Indara ou au réseau Salesforce et au réseau Labatut, pour ceux qui veulent suivre aussi les suites de l'aventure et notamment l'horizon 2023 100% Green, pour retrouver les contenus, les extraits de cette interview. On vous donne rendez-vous, on vous l'a dit, dynamique mensuelle toute cette année. On vous donne rendez-vous pour l'interview numéro 2. Alors, cette fois-ci, on change un peu de territoire. Nous accueillerons Éric Laurent de chez LNA Santé, qui est une entreprise spécialisée dans la santé et dans le soin des personnes fragilisées et dont le siège est installé en Pays de Loire. Donc, restez connectés. Encore merci et très bonne journée à tous. Merci. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.